suis né le 19 février 1979. J'ai commencé avec mon beau-père. Déjà avec mon beau-père et ma mère, ça se passait pas bien du tout. Mon père tapait ma mère, il me tapait moi, il me tapait mon petit frère, il nous attachait dans le lit pour pas qu'on bouge. Après, au bout de quelques années, les gendarmes ont su, je sais pas comment, par les voisins ou par quelqu'un. Ils entendaient du bruit ou quoi que ce soit. Les gendarmes sont arrivés. Ils ont arrêté mon beau-père. Mon beau-père a fait 3 ans de prison à cause de ça. On nous a mis dans une famille d'accueil. La famille d'accueil, c'était encore pire. Ils nous faisaient travailler en short. C'est de l'esclavage, quoi. Ils faisaient travailler. Si on travaillait pas, on mangeait pas. Et ça, l'école où j'étais, ils s'en ont aperçu au bout de 8 ans. Et au bout de 8 ans, ils s'en ont aperçu, ils nous ont dit, ouais, est-ce que tu touches de l'argent, de la DAS et tout ça? Moi, j'ai dit, bah non. En fait, c'était la famille d'accueil qui récupérait tout. Donc, je suis parti de la famille d'accueil. J'étais dans une famille d'accueil qui était vraiment trop clean pour moi. Et tellement c'était clean que bah pour moi c'était bizarre, quoi. Donc je me suis lâché, j'ai commencé à faire des bêtises et tout ça, parce que pour moi c'était trop génial, quoi. Et puis bah voilà, quoi. Puis la famille d'accueil m'a viré à mes 18 ans, vu qu'à 18 ans on n'est plus obligé de garder quelqu'un en famille d'accueil. Donc ils m'ont viré, j'étais chez mon beau-père. Mon beau-père, lui, il a cru que j'étais encore un petit gamin de 6 ans. Il a voulu refaire la même chose, me taper dessus. Sauf que là, c'était plus pareil. J'avais grandi. Et je l'ai attrapé, bam, j'ai failli le taper. Mais vu qu'il y avait les enfants qui pleuraient, tout ça, j'ai préféré le lâcher et je suis parti. Parce que je connaissais quelqu'un qui pouvait m'héberger à Paris, qui faisait travailler et il m'hébergeait en même temps. Et je suis resté à peu près 1 an chez lui. Il me faisait travailler, je faisais prospectus en fait. Puis au bout d'un moment, il m'a dit, bon, peut-être que tu trouves quelque chose à toi. Puis j'ai commencé à trouver un hôtel et tout ça. J'ai trouvé un hôtel. Je travaillais en intérim. Et puis un jour, j'ai perdu cet hôtel parce que la mission locale ne me donnait plus de travail. Donc j'ai perdu mon hôtel, j'ai été voir encore un autre ami qui m'a hébergé. Avec mon ami ça se passait bien, mais avec ses parents c'était pas pareil. Avec ses parents, il y avait des tensions, quoi. Ils m'aimaient pas trop, quoi. Donc ils voulaient que je parte, quoi. Puis bon, au bout d'un moment, c'est parti trop. Et lui, mon ami, il m'a dit de m'installer dans sa cave. Donc j'ai installé, je me suis mis matelas, tout, et j'ai dormi dans sa cave pendant à peu près 1 an. Bon, après, il y a eu la voisine, elle s'est doutée de quelque chose. Elle est descendue en bas, elle a ramené le propriétaire. Elle dit, ouais, voilà, regardez, et tout, nanani, il y a quelqu'un qui dort ici, et tout. Il fout le bordel, et tout, nanani, nanana. Donc le lendemain, j'étais obligé de partir, quoi. Et après, je suis resté plus de 6 ans dehors. Et il y avait une vieille histoire. Ça faisait longtemps que j'avais fait ça. Que j'étais vraiment dans la galère. Je volais, tout ça. Enfin bon, bref. On a tous fait des bêtises dans notre vie, quoi. Et 4 ans après, ils m'ont retrouvé. Ils m'ont dit, ouais, j'étais en délit de fuite, soi-disant. Alors que je me faisais contrôler toutes les 5 minutes, mais bon. Apparemment, eux, ils disaient que j'étais en délit de fuite. Ils m'ont arrêté, j'ai fait 4 mois de prison. 4 mois de sursis. Je suis ressorti. Ça m'a fait réfléchir. J'ai trouvé un travail, un hébergement, une copine. Tout se passait bien, jusqu'au jour où ma copine m'a quitté.
Et là, je suis reparti. Ça m'a cassé en deux. Je suis retombé dans l'alcool. J'ai perdu mon travail, mon hébergement, tout ça. Et voilà, maintenant, voilà quoi. C'est pour ça que je suis ici maintenant. En gros quoi. Moi, j'ai eu un beau-père raciste. Vu que je suis d'origine algérienne, il a changé mon nom à cause de ça. J'ai deux noms. J'ai Mehdi et Jérôme. Mehdi, c'est dans mes papiers. Normalement, Mehdi, c'est mon nom de famille. Celui-là qui est dans les papiers, dans tous mes papiers, il y a marqué Mehdi. Mais lui, quand il a vu ça, il a changé de nom, il a mis Jérôme. Parce que lui, il était raciste. C'est bien pour ça qu'il me tapait sur la gueule. Et mon frère, ça l'a marqué encore plus, lui. Lui, il est placé dans une famille d'accueil toute sa vie. Parce qu'ils ont bouffé sa jeunesse, quoi. En fait, c'est comme il a 18 ans, mais c'est comme si c'était un gars de 6 ans, quoi. Parce qu'en fait, on y a volé sa jeunesse, quoi. Il n'a pas eu de jeunesse, donc il se rattrape quand il est vieux, quoi. Il joue à la petite poupée à 18 ans, quoi. Ça m'a quand même marqué, voilà. Ça m'a marqué, même encore maintenant, hein, quand j'y repense, je me suis dit, mais pourquoi je suis pas comme un enfant comme tout le monde, quoi. Pourquoi j'ai pas eu une vie comme tout le monde? Parce que du début jusqu'à la fin, j'ai vécu la merde, quoi. Depuis que je suis tout petit, j'ai vécu la merde, je comprends pas. Maintenant, je me demande s'il y a un Dieu ici sur Terre. Parce qu'on me dit Dieu, ouais, Dieu fait ci, Dieu fait ça. Mais moi, depuis toute ma vie, j'ai vécu de la merde. Entre autres, j'ai rencontré un Français qui travaillait à la Commission européenne. Et voilà, et on a aidé beaucoup de monde, assainissement. Il est parti en Guinée, il m'a épousé dans la famille à moi. Et puis voilà, je l'ai suivi dans la vie. Il est décédé par un cancer de prostate. Ça a commencé osseuse, prostate et généralisé. Et sa famille, ils m'ont mis dehors. Ils m'ont dit de rentrer en Guinée. J'ai dit, mais pourquoi je vais rentrer en Guinée? Moi, je suis venue là. Vous m'avez acheté le billet d'avion avec visa, même à l'ambassade en Guinée. Vous étiez même pressé que je rentre parce qu'il était à Necker. Après Necker, c'était à Pompidou. J'ai suivi, j'ai tout assuré. 8 ans de vie. Maintenant, vous me dites de rentrer en Guinée. Après, j'ai rencontré un Marocain qui m'a fait une fille qui est née à Port-Royal. Mais lui, en fait, il prenait des cachetons et il était dans l'alcoolisme. Finalement, je suis rentrée aussi parce que les voisins, tous les jours, toute la nuit, moi, ça me faisait chier. C'était la bagarre, c'était la violence. Ils prenaient des couteaux, ils se déchiraient, du sang partout. Moi, j'ai flippé. Je disais, sortez de chez moi, je ne vais pas vous voir ici. Excusez-moi, s'il vous plaît. Moi, j'ai le respect du voisinage, je ne suis pas comme ça. Je pleurais des fois, je déprimais. Il dit, nous, on va te mettre dans la merde ici parce que pourquoi toi, tu as beaucoup de chance en tant qu'Africaine et Guinéenne, plus que nous. Je disais, il s'appelle Abderrazak Tidjane. Aujourd'hui, il est expulsé au Maroc. J'ai dit, mais quand même, excusez-moi, s'il vous plaît. Moi, c'est ma chance, c'est ma vie, mais je ne veux pas de violence comme ça. Je ne veux pas de ce manque de respect vis-à-vis des voisins. Et tout le temps, c'est des plaintes derrière moi. Je ne mérite pas ça, moi. Après, ils ont cramé l'appartement. Et après, le syndic de l'immeuble, il est venu, il a scié double porte. Après, le lendemain matin, je suis revenue. C'est écrit « Danger de mort » devant ma porte. Et depuis, je suis dans la rue. Et toutes mes affaires sont à l'intérieur. Mes papiers, tout, mon passeport, tout à l'intérieur. Mais j'ai envie de récupérer mes enfants parce que chez moi en Guinée, j'ai tout ce que j'ai une maison de quand même 3 pièces, un grand salon. J'ai même construit pour mon gardien. Aujourd'hui, c'est lui qui est là. Ma maman,
tout ce qu'elle veut. Elle a sa maison, grande maison, je ne peux même pas te dire. Elle vit toute seule avec un de mes frères. Mes deux autres frères, ils sont au Cap-Vert. Ma sœur, elle était au Ghana pour faire une école de politique, tu comprends? Et moi, je suis ici en France, mais je ne mérite pas ça, moi. Et c'est la vie qui a tourné comme ça, mais bon. Mais quand même, je suis confiant, je pardonne. Je pardonne beaucoup. Moi, chez moi, dans ma famille, je n'ai jamais vu... Chez ma mère, elle a sa grande maison. 6 chambres avec grand salon, cuisine, toutes les chambres. Elle a sa salle de bain, tout et tout. Nous, on a grandi dedans. Mais cette souffrance que j'ai vue ici en France, je n'ai jamais vu ça. Même chez moi en Guinée. Parce que nous, on fait à manger, mais jamais quelqu'un meurt de faim. Pendant le mois de Ramadan, il y a des gens qui vont dans les villages lointains. Mais la grande porte à ma mère, elle est ouverte pour tout le monde. Tu manges à volonté, tu bois de l'eau fraîche, tu regardes la télévision. On ouvre la porte, tout le monde les informations. On a TV5, RTL, Euronews, tout ce que tu veux. La souffrance, ce que je vois en France ici, c'est insensé. Mais bon, peut-être c'est comme ça, mais... Il était chez nous, en Afrique. Tu n'as pas un grain de sel, tu vas chez ton voisin, il te donne, mais c'est même pas ça, mais ça ne manque pas la bouffe, il n'y a pas quelqu'un qui dort dehors. Non, non, ça n'existe pas. Et non seulement, bon, j'ai ma propre souffrance, mais tout ce que je vois et tout ce que je vois à longueur de journée, des personnes qui sont là en train de se délibrer, comment on appelle ce français là, la délibrité. Mais non, moi, je connais pas ça, moi. Mais franchement, je me dis, mais oh, tout le monde en Afrique, on dit, je rentre en France. Si c'est pour vivre cette merde-là, reste, tu vas labourer la terre, tu fais ta patate avec ton piment, tu bouffes ton riz en tranquillité. Là-bas, tu as une bière au moins. C'est vrai que dans chaque pays, il y a des buveurs, il y a des drogués, il y a des personnes dans la souffrance. Mais ici, c'est exagéré parce que, mais où va cette souffrance-là? À quoi ça mène d'abord? À quoi ça mène? Je te jure, je me demande à quoi ça mène. Voir les gens souffrir comme ça. Tu fais la manche, tu prends une pièce. Oui, une pièce, ça peut t'arranger quand même une baguette, ou je sais pas. Hein, ou tu te payes un pot de yaourt. Si tu galères, tes tripes là, ils sont en train de souffrir parce que tu as faim. Tu te payes ça, tu es endormi. Mais le matin, à quoi ça recommence? C'est la même chose. Et donc ça veut dire que ça ne s'arrête pas, mais il faut que ça s'arrête. Et moi je pense qu'un être humain, en effet, c'est pour vivre sur Terre, pas pour se faire souffrir ou souffrir. C'est pas parce que, attends, on est dans la pauvreté qu'on ne va pas mourir demain. C'est pas parce qu'on est riche qu'on ne va pas mourir demain. C'est pas parce qu'on est malade ou bien, je sais pas, handicapé qu'on ne va pas rentrer sur Terre. Mais pourquoi alors la pesanteur là, cette balance qui pèse, pourquoi elle existe là? Et pourquoi l'être humain que nous sommes, on ne peut pas la gérer? On dit toujours il y a Dieu, mais oui, Dieu, il est là, mais quand même, il a mis un grain de sable sur terre, c'est nous les hommes. Mais, mon frère, il faut que ça soit la valeur à tout le monde. Si tu as diamant, si tu en as pétrole ou bien si tu en as, je sais pas, de l'or, mais quand même, mon frère. Oh, prends ça, tu mets au service des hommes. Parce que ce n'est pas les chiens, même les chiens, c'est des animaux. On est des animaux, on restera toujours animal. Et oui, c'est pour cela que ça en fait pas mal. Hein. Moi, je suis contente de vivre ma vie. Ah oui, non seulement les chiens qui mangent des fois, des steaks bien dorés là. Ah, Allahu Akbar. Et nous, en train de faire la manche pour un euro. Oh, mais on a besoin de vivre. Vivre, c'est quoi? C'est un laps de temps. Mais elle peut être aujourd'hui ou demain, dans 0 plus. Dans l'infini, éternellement, on va la vivre. Mais alors, pourquoi on ne peut pas vivre heureux? Je me demande. Mais c'est la vie, c'est comme ça.
Je ne juge personne, j'ai du mal à faire à personne et je ne veux pas qu'on m'agresse. C'est tout ce que je veux. Je reste dans ma tête avec ce que j'ai, la valeur à ma conscience, la valeur personnelle que je m'apporte moi-même et pour l'autre. J'ai 50 ans. J'ai fui le régime de Salazar. La révolution, le 25 avril 1974. Mais il y avait toujours l'ancien gouvernement, les fascistes, qui étaient encore au pouvoir. Mon enfance, c'était... jamais j'étais maltraité, non. Mais c'était un peu difficile parce qu'on était 3 sœurs et 2 frères, orphelins. Ma mère y travaillait dans le champ. À moi, ils m'ont mis dans une académie militaire à Lisbonne. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai appris à étudier et tout ça. Et après, l'armée, Guinée-Bissau. Je me suis marié, ils m'ont donné les papiers François Mitterrand, parce que j'ai travaillé depuis 1976 jusqu'à 80 au noir. J'ai jamais eu un contrôle de police, rien du tout, j'étais un peinard. François Mitterrand il m'a donné la carte verte pour 3 ans. Après, carte de séjour pour 10 ans. Maintenant, on n'a plus besoin parce qu'on fait partie de la communauté européenne. Je me suis marié en 83. J'étais marié 5 ans. J'ai divorcé en 88. J'ai vécu 11 ans avec une femme que malheureusement, on l'a mis dans le sang et m'a lâché. Dieu l'a porté. J'ai un enfant de 23 ans. Et après, j'ai perdu mon boulot. La tête a commencé à tourner. J'ai eu des problèmes. J'avais pas de force, ça veut dire mon cerveau était vide, je réagissais pas quoi. Après l'alcool, mauvaise fréquentation, tout ça, il m'a mis dans un engrenage. Aujourd'hui, je me rends compte, c'est pour ça que je veux m'en sortir au plus vite. Mais dans le temps, quand il m'est arrivé, je me rendais pas compte. C'était Java, et le reste, on s'emballe quoi. Et maintenant, je suis tombé dans la rue. Ça fait 3 ans de ça. Maintenant, je ne travaille pas parce que j'ai subi une grosse opération, une péritonnite aiguë. Il a presque me tué. 10 minutes après, j'étais mort. Ils m'ont ouvert tout le ventre. Maintenant, je suis en convalescence. Mais j'ai du travail qui m'attend.